Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc pour parler du Classico de Vegas, le classique qui s'est tenu dans la nuit de samedi à dimanche. Là, il y a quelques heures, j'ai fait une petite sieste pour m'en remettre, mais donc c'était à 5h du matin pour les Européens. Real Madrid, Barça, victoire du Barça 1-0 sur un sacré but de Rafinha. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui a particulièrement retiré mon attention? Ouais, je trouve qu'il y a plusieurs enseignements à tirer, notamment du point de vue jeu, et bon, normalement, ça devrait échapper au copyright, donc on va pouvoir se présenter tout ça en images animées, discuter un petit peu de ce qu'on a vu sur le terrain. Peut-être brièvement, avant de démarrer, on peut rappeler qu'il s'agissait du premier match de pré-saison pour le Real Madrid, qui lançait donc sa saison. Ils vont en jouer deux autres contre Club América et contre la Juve sur la semaine qui vient, avant de lancer définitivement là, leur saison compétitive. C'est le 10 août contre l'Eintracht Francfort, c'est bien sûr la Super Coupe d'Europe. Et c'était le troisième match de pré-saison du Real Madrid, qui avait déjà joué contre Olot et qui avait explosé l'Inter Miami un peu plus tôt, quelques jours plus tôt, 6-0. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de cette nuit américaine? Quels sont les enseignements de ce Classico de Las Vegas? C'est parti. Alors globalement, ce qu'on peut dire déjà pour notre première idée, c'est un Barça dominateur, vainqueur mérité. Le Real a eu ses moments, surtout sur la première demi-heure, j'ai trouvé, la première mi-temps et a fortiori la première demi-heure, avant le but de Rafinha en gros. Mais ensuite, ça a assez rapidement tourné à l'avantage du Barça. Un Barça qui a été globalement plus productif avec son ballon. Ils ont eu seulement, entre guillemets, 48% du ballon, donc ça a été assez équilibré sur le partage de la possession. Mais avec ces 48%, ils ont fait 16 tirs, généré 16 tirs contre 9 seulement pour le Real, et 0 cadré pour le Real Madrid aussi. Sans un très grand Thibaut Courtois, notamment en seconde période sur le dernier quart d'heure, ça aurait pu finir 3, peut-être même 4-0 pour le Barça. Donc, une victoire méritée. Je trouve dans l'ensemble que la première mi-temps est plus intéressante à analyser que la seconde, parce qu'en gros, première mi-temps, on a eu vraiment un 11 contre 11 pendant 45 minutes. Seconde mi-temps, il y a eu 21 changements au total. 21 remplaçants, il n'y a que Courtois qui n'est pas sorti en gros. Donc ouais, je pense que le premier acte, c'est de là qu'on va tirer le plus de nos billes, le plus de nos enseignements. C'était le plus intéressant, et sur cette première mi-temps, donc, les 11 étaient ceux-ci. Du côté du Barça, ce qui était cool, c'est que les 6 de devant, donc les 3 de l'entrejeu et bien sûr le trio offensif, c'était les 6 titulaires. Je pense que c'est ce qu'on verra la saison prochaine. Bien sûr, Fatih Lewandowski, là il y a eu une liaison assez intéressante qu'on va essayer de détailler. Dans l'ensemble, le trio a bien fonctionné, et c'est un de mes axes, c'est le deuxième axe principal tactique de la vidéo, après un autre qui est relatif au Real Madrid. Fatih, Lewandowski, Rafinha, qu'est-ce que ça a donné? Bien sûr, Rafinha le buteur, Lewandowski ses premiers pas sous le maillot du Barça, et Fatih qu'on n'a quasiment pas vu sur les 2 dernières saisons, un petit peu la saison dernière, mais entrecoupé de très très grosses blessures. Donc c'est presque une attaque new look, c'était presque les premiers pas de ce trio, et pour sûr c'était leurs premiers pas ensemble. Donc ouais, c'était vraiment un truc intéressant. Et en dessous, Pedri, Busquets, Gavi, avec l'imbroglio autour de Frenkie de Jong, qui vraisemblablement est assez nettement poussé vers la sortie. Voilà, ça aussi, on peut penser que c'est le trio de l'entrejeu au Barça pour la saison prochaine. Donc là, on avait vraiment les 6 titulaires, les Star 6. Et derrière, il y avait des choses intéressantes aussi. Araujo, notamment dans cette position, qui était énorme. Il a fait un super match. Dans la même position, d'ailleurs, il n'a pas joué beaucoup de matchs en tant que latéral droit au Barça, un peu moins d'une dizaine, je crois. Mais c'est la même position qu'il avait occupée contre le Real au Bernabéu il y a quelques mois. Face à Vinicius, notamment, j'imagine que c'était ça l'idée. Et ça a très bien marché pour lui, on y reviendra un petit peu. Voilà, ça c'est pour le Barça qui était aligné donc hier soir. Le Real Madrid, ou ce matin, le Real Madrid, c'était ça. Donc là, il y a eu beaucoup plus de changements. Je pense que sur le secteur défensif, on va en dire 2-3 mots, ça ressemble un petit peu plus au 11 type. En revanche, devant, il manquait Karim Benzema, il n'a pas disputé la moindre minute. Donc là, tout de suite, c'était un problème. Et ça aussi, c'était comme au Bernabéu il y a quelques mois, la défaite 4-0. Donc Hazard à la place de Karim Benzema, Rodrigo, ailier droit, ça, il est plutôt le titulaire, mais il n'est pas l'indiscutable. On a beaucoup vu en Ligue des Champions Valverde prendre cette position, et surtout, donc Vinicius qui était là, qui a fait un bon match. Et sinon, au milieu de terrain, voilà, pas de Casemiro, pas de Modric, pas de Kroos. La paire Camavinga-Tchouaméni qui a été assez intéressante aussi, mais ouais, ça c'était un des éléments importants de cette rencontre. Et enfin, sur le secteur défensif, le truc que je trouve
le plus intéressant, et on va y dédier notre premier axe. C'est là on voit Alaba, latéral gauche, Rudiger, défenseur central, aux côtés d'Eder Militao, Lucas Vazquez qui portait le brassard de capitaine. Mais en fait, ça, c'est pas du tout la réalité, c'est totalement faux. En fait, ils étaient inversés. Rudiger était le latéral gauche et Alaba était le défenseur central. On peut le voir sur l'image. Hop, on le voit là au moment du coup d'envoi. Donc si on retrace rapidement, les deux étaient en 4-3-3, classique. Si on retrace rapidement le système du Barça avec la triplette en pointe, ok, avec Araujo latéral droit. Et ensuite celui du Real Madrid, Hazard en faux neuf, épaulé par Rodrigo et Vinicius. Le trio de l'entrejeu, Camavinga, Tchouaméni en 6 devant la défense, un très bon match pour lui j'ai trouvé. Et Valverde donc là reculé d'un cran par rapport à son positionnement récent en Ligue des Champions. Et donc on voit ici Rudiger latéral gauche. Rudiger latéral gauche avec Alaba défenseur central aux côtés d'Eder Militao, ça la paire qui avait triomphé notamment le dernier match disputé par le Real Madrid contre Liverpool, le duo qui avait été héroïque dans la protection de surface. Mais donc voilà, on voit bien Rudiger latéral gauche et il l'a été pendant les 45 minutes de la première mi-temps, les 45 minutes qu'il a disputé sur cette partie. Voilà en gros, pour moi j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que Rudiger c'est un gars qui a 29 ans. Là, on est sur Transfermarkt. 29 ans, il a disputé à peu près 400 matchs en pro. Être latéral gauche dans sa carrière, ça lui est arrivé que 3 fois. Là, il y a inscrit 2 fois, mais en réalité, c'est 3 fois. Quand on clique, on voit les 3 matchs qu'il a disputés en tant que latéral gauche. Sinon, c'est 342 matchs en tant que défenseur central. Et quitte à être latéral, c'est plutôt latéral droit, parce qu'il est droitier en plus. Donc il a plus été là. Là, il a quasiment jamais été. On l'a vu 3 fois dans sa carrière. J'ai les matchs ici. C'était avec Stuttgart d'abord en 2012 dans un match de 3e division allemande. Ensuite, c'était 4 ans plus tard avec l'AS Roma contre l'Atalanta en 2016. On le voit là, aux côtés de Fazio notamment et de De Rossi. Et enfin, c'était la dernière fois qu'il a joué latéral gauche, c'était en tout cas titularisé latéral gauche, c'était en 2018, Ligue des Nations, le match qui suit quasiment la victoire de la France en Coupe du Monde, c'était Allemagne-France. Et on avait là Rudiger donc aux côtés de Jérôme Boateng et avec Kimmich, milieu défensif central gauche. Voilà. C'est les 3 matchs que Rudiger a commencé en tout cas latéral gauche avant cette nuit, donc maintenant il y en a un 4e. Et c'est quand même assez curieux parce que là on est sur la page de David Alaba, quitte à mettre un des 2 latéral gauche. Bon, Alaba il a 500 titularisations en pro, il y en a 251 qui sont sur ce poste de latéral gauche. Ça fait un petit moment qu'on le voit plus dans une position axiale, même parfois milieu central, milieu défensif. Récemment avec Ancelotti, défenseur central. Mais voilà, lui c'est le défenseur gauche de métier. Et non, Ancelotti a choisi de privilégier son axe Alaba-Militao et déporter donc Rudiger sur le flanc gauche. Choix intéressant. La question qui reste, c'est comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y a du potentiel pour Rudiger dans cette zone? Qu'est-ce que ça a donné? Alors sur le plan défensif, un peu mitigé, je dirais globalement positif, même s'il y a eu une action en particulier dont on va se souvenir, mais pas mal pour couvrir la profondeur sur son côté quand il est en mode défense de sa moitié, de son dernier tiers, par exemple ici bon déplacement, bonne remise de la tête pour empêcher l'activité de Rafinha. Encore face à Rafinha où je l'ai trouvé globalement assez bon, sur cette situation impériale, réussit à obtenir le 6 mètres, derrière il prend un grand check d'Alaba, ça aussi ça m'a plu, quand tu résistes à Rafinha sur cette situation, déjà c'est bon signe, et puis ensuite quand on voit que la connexion germanophone avec son collègue autrichien a déjà commencé à s'établir, à être tissée, ça peut être une des histoires de ce Real Madrid, ok, ça m'a plu. Dans la protection du dernier tiers, pas mal, par contre dans le grand espace, dans les grands espaces, et l'action peut-être qu'on va retenir de cette partie, pour moi une des actions majeures du match, le grand pont d'un central sur un autre central dans le couloir, ça c'est quand même assez rare. Araujo, joueur formidable qui a fait une super mi-temps, mais pas celui qu'on attend le plus dans ce registre, évidemment. Pourtant, il a déposé Rudiger. Donc ça nuance un petit peu le bilan. Offensivement ensuite, qu'est-ce que ça a donné? Parce que latéral gauche, c'est très important ce que tu fais avec ballon et dans la moitié adverse. Capable de dédoubler. Et comme il a aussi un bon pied gauche, il est droitier, mais il peut aussi bien jouer sur son pied gauche, pas trop mal à l'aise pour centrer. Ça, c'est toujours très intéressant quand tu as un latéral en faux pied qui peut faire face au jeu avec son pied fort. Là, on le voit, petit ballon intérieur qui est donné en une touche, grâce essentiellement au fait qu'il soit sur son pied fort, c'est intéressant. Sur attaque placée, après je l'ai trouvé grosso modo, il s'est contenté de faire des choses simples, ok, il va jamais briller par sa capacité d'élimination dans les petits espaces, c'est pas son jeu, il va jamais être aussi créatif que Prime Marcelo, on est d'accord avec ça. Et il y a aussi des automatismes à trouver avec Alaba justement, avec ballon, comme là sur cette sortie.
mais grosso modo, j'ai trouvé qu'il a tiré profit de son expérience. Ça, pour moi, c'est vraiment l'expérience. C'est la différence entre un joueur de 20 et de 30 ans. C'est qu'il a tiré profit de son expérience pour deux choses. Une, connaître ses limites, pas tenter des choses trop compliquées. Et deux, pour être très intéressant, très bon dans la lecture des situations. Ici, par exemple, il comprend très vite que Camavinga est dans une position compliquée et a besoin de soutien. Alors, il va dédoubler dans le dos de Rafinha pour l'assister et sortir le Real Madrid d'une situation pas évidente. Le Barça, en général, a été très très bon dans la pression. Le Real a souvent eu des difficultés à se sortir de sa moitié de terrain. Ça a été un peu l'angle tactique principal du match. Mais là, ils vont échapper au piège grâce à la projection de Rudiger, qui derrière en plus va porter le ballon jusqu'à la surface, profiter de sa conduite pied droit pour même repiquer intérieur, tenter sa chance, ça passe largement à côté. Dommage qu'il n'y ait pas eu de vraie solution dans l'axe, typiquement sur cette action. On pense à un Karim Benzema qui a cruellement manqué pour s'appuyer et pour passer le relais aussi, parce que tu n'as pas envie vraiment que Rudiger finisse tes actions. Ça aurait été pas mal, mais dans l'ensemble, bonne lecture de la situation et bonne exécution, j'ai trouvé, de Rudiger là-dessus. Donc voilà, c'est une position assez inattendue pour Antonio Rudiger, forcément. La question qui reste, c'est est-ce qu'il fera toute la saison là ? Ancelotti, sur sa conférence de presse d'après-match, en interview, a donné quelques billes quand même. Il a dit « Alaba ne jouera latéral gauche que quand c'est nécessaire. Je ne veux pas démanteler la charnière de la saison passée. J'ai aimé ce que Rudiger a fait comme latéral, même si je ne suis pas fou et je sais que ce n'est pas son poste principal. Il peut jouer là ou switcher avec Alaba. Il est très intelligent. » C'est un point tactique que j'avais pas vraiment vu venir. J'avais, comme tout le monde, été intéressé par l'arrivée de Rudiger, mais c'est vrai que j'aurais plutôt vu Alaba prendre le côté gauche, peut-être même Rudiger prendre la place d'Alaba. Ça, c'est vrai que c'était peut-être un peu plus complexe à imaginer, mais il y a Ferland Mendy aussi. Donc ouais, vraie question par rapport à ça. Pour l'instant, j'ai pas envie de tirer trop de conclusions. On va attendre de voir les prochains matchs, ce que ça donne. Je pense qu'idéalement, le Real préférerait avoir un latéral gauche calibre élite, soit un autre gars, soit un Ferland Mendy à son top niveau, peut-être comme on l'a rarement vu au Real. Et c'est peut-être ça aussi la question, le problème. Mais ouais, c'est intéressant parce que c'est peut-être aussi une marge d'adaptation pour les gros matchs face à des adversaires qui sont difficiles à contenir. On peut imaginer que ça, c'était aussi pour se prémunir des incursions de Rafinha, dans une certaine mesure pour Carlo Ancelotti. Un petit peu comme ce qui est fait parfois avec Valverde, ailier droit, mais qui est en vrai un gars qui va reculer énormément, qui permettait à Carvajal d'être un peu troisième central sur certaines situations. Ouais, est-ce que ça pourrait être un peu de ça aussi ? Je sais pas, intéressant, je veux pas tirer trop de conclusions pour l'instant, on va avoir tellement de matchs sur les semaines qui viennent qu'on aura plus de matière pour analyser, mais un premier point d'interrogation qui est posé par cette rencontre, l'angle tactique de la défense du Real Madrid et ce côté gauche notamment, la présence de Rudiger. Voilà, je trouvais ça cool, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comment vous voyez les choses. Et puis après, bien sûr, Rudiger, c'est pas simplement l'angle du jeu, il y a aussi la question de l'attitude, et là pour le coup on a été beaucoup moins surpris, là on a retrouvé le Rudiger qu'on connaissait, un gars capable de sprinter 20 mètres dès qu'il a flairé l'odeur de la bagarre, peut-être pour se venger du grand pont de son collègue en face. Ça c'était pas mal et je sens qu'avec lui en Liga, les Classicos vont avoir, peut-être même retrouver une saveur assez particulière, un peu castagne. Et bon, ça c'est pas forcément pour me déplaire, je trouvais ça cool aussi. Voilà pour Antonio Rudiger. Le second point tactique, le second angle majeur que je voulais analyser à travers cette vidéo, c'est la triplette Rafinha, Lewandowski, Fati. Comment est-ce que les trois ont matché ensemble ? On se regarde les images, Rafinha déjà, on a mentionné qu'il avait été régulièrement freiné par Rudiger. Il y a quand même un moment sur l'une de ses toutes premières touches où il réussit à prendre le dessus long de ligne de 6 mètres. Et dans la continuité de sa perf contre l'Inter Miami, on a vu un gars plutôt en jambes, avec comme on le sait un superbe pied bien sûr, qu'il a utilisé pour envoyer une bombe absolue en pleine lucarne et marquer le seul but du match. Il aurait vraiment pu avoir une passe décisive aussi, dans une action où on a d'ailleurs vu tout le trio à l'œuvre. Fati, bon ballon intérieur pour Rafinha, qui envoie ce centre au cordeau, tendu à ras de terre. Sans un retour incroyable d'Alaba, ça faisait 2-0. Bon déplacement de Lewandowski à signaler aussi. Et ouais, déjà une belle connexion entre les deux recrues offensives stars du Barça, cet axe Rafinha-Lewandowski. Ensuite, en seconde mi-temps, un truc assez intéressant, c'est qu'après l'entrée d'Ousmane Dembélé, on a vu Rafinha prendre l'aile gauche. On l'a vu se déporter sur l'aile gauche, alors qu'on imaginait peut-être plutôt l'inverse. Rafinha restait sur son pied fort pour pouvoir rentrer pied fort à l'intérieur et Dembélé, qui est un peu ambidextre, pouvoir prendre l'aile gauche. Mais non, on a vu Rafinha aile gauche, position depuis laquelle il a donné un super centre quasi à l'arrêt pour Aubameyang, qui était légèrement hors jeu.
Voilà, il n'a pas tout réussi, mais il a été décisif et il a commencé à nouer des automatismes avec ses partenaires offensifs. 60 très bonnes minutes, j'ai trouvé, vous me direz ce que vous en pensez, mais 60 très bonnes minutes pour Rafinha. Lewandowski ensuite, là tous les projecteurs étaient braqués sur lui et il n'a pas attendu longtemps avant de se mettre en évidence. Premier tir au bout de 10 minutes, très bonne fin de corps d'abord pour prendre le dessus sur Alaba et ensuite avec de l'espace à attaquer. Je trouvais qu'il n'a pas perdu trop de vitesse grâce notamment à 2 bonnes premières touches. Ça c'était intéressant dans la perspective d'attaquer aussi les grands espaces avec Robert Lewandowski, pas seulement un joueur de surface entre guillemets. Et puis direct dans la foulée, ça c'est quasi 30 secondes plus tard, une situation aussi très intéressante dans sa relation à Ansu Fati. On parle des joueurs individuellement, mais aussi de leur connexion entre eux. Et là, j'ai vu quelque chose de prometteur, même si ça aboutit pas. Et en général aussi, vu l'attrait de Fati pour l'axe, avec sa qualité de finition, etc., et vu l'intelligence de Lewandowski, ce qui était cool, c'est qu'on les a de temps en temps vus permuter. Parfois Lewandowski plutôt à gauche et Fati plutôt dans l'axe. Comme ici par exemple, où Lewandowski a tenté d'aller chercher Rafinha second poteau avec un petit extérieur pied droit osé, et où on voit Fati était entre les deux. Ça aussi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Lewandowski c'est non seulement un des plus grands numéro 9 de l'histoire, mais c'est aussi un attaquant hyper intelligent, hyper mobile, capable de se déplacer sur toute la largeur, de trouver les zones d'espace, d'en ouvrir pour ses coéquipiers. Et s'il peut par exemple profiter des appels axiaux de Fati pour varier un petit peu ses positions, ça va rendre ce trio offensif du Barça encore plus difficile à lire. Et ça, je pense qu'il y a déjà des automatismes à créer et à peaufiner par rapport à ça. Mais collectivement, en plus de leur qualité individuelle et des choses dans lesquelles on les attend, c'est-à-dire débordement le long de la ligne de touche, centre en retrait pour les ailiers et Lewandowski très bon dans le dernier tiers pour finir, au-delà de ça, leur qualité phare, je pense aussi qu'on peut voir des choses un peu moins habituelles, comme on dit, des échanges, des permutations entre Lewandowski et Fati par exemple. Fati qui prend la profondeur, même Lewandowski qui décroche un petit peu ou qui se déporte sur le côté. Voilà, ça va rendre ce secteur offensif beaucoup plus malléable, flexible et difficile à défendre. Ça, je pense que c'est un vrai bon point et on a commencé à en voir quelques éléments hier soir. Donc voilà pour Lewandowski. Fati ensuite, je l'ai bien aimé dans le jeu de combinaison. Son highlight à lui, malheureusement, c'est peut-être sa grosse occasion gâchée. Mais globalement, je l'ai trouvé en capacité de faire des différences. Toujours très dangereux pour son vis-à-vis. Il a fait mal à Eder Militao à un moment, même très mal. Pour le Barça, je pense que beaucoup de choses vont dépendre sur la réussite potentielle de leur saison. Pas mal de choses en tout cas vont dépendre de la capacité d'Ansu Fati à résister aux blessures, à enchaîner les matchs, à faire une saison pleine, non seulement pour sa qualité pure, quand il est à son top niveau, en top forme, moi je trouve que c'est un des joueurs les plus extraordinaires de la planète foot, capacité à faire des différences, mais aussi sa finition, même extérieure de la surface, ouais, vraiment un gars hyper dangereux. Non seulement donc pour sa qualité individuelle, mais pour sa capacité à s'insérer dans cette ligne de 3, parce qu'il a un profil qu'aucun des autres n'a vraiment. Avec un Ansu Fati fit au top niveau, il y a vraiment la possibilité de construire un trio offensif assez extraordinaire, de voir de très belles choses. Et Dembélé aura son mot à dire aussi, pour sûr il va jouer pas mal de minutes, et puis même je pense que les rôles de titulaire ne sont pas encore totalement distribués. Mais ouais, hyper excitant ce Barça-là, notamment sur son secteur offensif. Alors voilà, c'était les deux gros points que je voulais mentionner, Rudiger d'un côté et ce trio qu'on a bien vu sur 45 premières minutes de l'autre. En vrac, on aurait pu parler de tout un tas d'autres choses. Je me suis noté le match de Tchouaméni que j'ai bien aimé, ses premières minutes sous le maillot du Real, en tant que pointe reculée 6, sa relation avec Camavinga notamment. Ouais, j'ai trouvé pas mal et j'ai vraiment retrouvé le Tchouaméni un peu pieuvre de l'entrejeu, toujours en train de réfléchir à comment il peut assister défensivement, parfois sur le recul, parfois en anticipant et en allant gêner assez haut. Très mobile, classique Tchouaméni, mais je ne l'ai pas trouvé particulièrement gêné ou intimidé sur ce premier match, donc j'ai bien aimé. On aurait pu parler de Franck Kessié aussi, quand on parle des milieux centraux recrues, cette fois du côté du Barça sur la seconde période. Je l'ai trouvé pas mal sur la projection. Cette seconde période m'a moins intéressé que la première, mais parmi les éléments ceux qui sont le plus sortis du lot, Franck Kessié c'était pas mal. Araujo, on l'a brièvement mentionné, sa première mi-temps notamment est top niveau. On a fait toute une partie sur Rudiger qui était déporté sur le côté gauche, mais on aurait pu parler d'Araujo sur le flanc droit aussi, parce que même pour lui, c'est assez rare, comme on a dit, une dizaine de matchs disputés dans cette zone. Ouais, Araujo, quel défenseur central, il a vraiment neutralisé le Real. Un Real qui a été neutralisé aussi parce qu'un Real qui est très Benzema dépendant. On a fait toute une analyse
avec mon pote Stan, le 3e épisode de notre émission sur Real Barça, qui a le meilleur effectif, etc. Et la chose qu'on mentionnait en priorité, c'est que le secteur offensif du Real Madrid souffre à cause de son manque de profondeur, parce que quand t'enlèves Benzema, d'un coup ça devient beaucoup plus compliqué. Benzema qui avait manqué d'ailleurs aussi le dernier Classico au Santiago Bernabéu, défaite 0-4, là son absence a coûté très cher, comme on a dit, seulement 9 tirs pour le Real contre 15 ou 16 pour le Barça, 9 tirs à 16 malgré 52% de possession pour le Real, 0 tir cadré. Eden Hazard a tenté de faire des choses depuis cette position de faux neuf, notamment dans la liaison, dans la transmission, mais bon, pour peser vraiment dans le dernier tiers, il a vraiment manqué un Karim Benzema, c'était dommage. Vinicius, par contre, bien en jambes, sa percée où il échappe à 2 tacles et se fait rattraper par un 3e, pas mal du tout, et c'était bien de le voir frais physiquement. Et enfin, je me suis noté 2 trucs de plus, le trio Bouzy, Pedri, Gavi, sur la première période, notamment pour permettre au Barça d'aller presser et gratter énormément de ballons hauts. Le Real a été en grande difficulté sur cette zone. C'était vraiment bien le contrôle qu'ils ont imprimé. On tient le milieu titulaire du Barça, a fortiori avec le départ probable de Frenkie, en tout cas qui est discuté depuis un moment maintenant. Donc ça m'a plu également. Et je me suis noté le Classico américain aussi. C'était assez particulier, à Vegas en plus. L'ambiance d'avant-match, moi je me suis levé à 4h30 pour regarder le match, je me suis préparé, j'ai lancé mon stream à 4h50. L'ambiance d'avant-match, c'était boîte de nuit pendant quasiment 15 minutes, c'était assez spécial en plein milieu de la nuit comme ça, un dimanche matin. Mais ouais, c'était drôle. Et puis la réalisation, je l'ai trouvée assez particulière, peut-être que ça vous a marqué, mais très saccadé, on passe d'un joueur à l'autre. Même sur un plan large, je veux dire que c'était pas des mouvements fluides, et le réalisateur en avait aussi rien à faire des corners. On a raté genre 3 ou 4 corners où finalement on reprend le jeu un petit peu plus tard, surtout très axé sur le fait de montrer les ralentis de l'action précédente, et après le coup de pied arrêté dans la foulée considéré comme moins important. C'était particulier, et les matchs de 5h du mat comme ça, c'est pas la meilleure expérience, j'ai trouvé. Mais ouais, c'était cool d'avoir un Classico, c'est cool de revenir aux affaires, et c'est notre premier débrief, première analyse d'un match de la saison. Il y en aura peut-être une centaine ou une 150aine d'autres sur l'année à venir. On lance bien les affaires, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci de votre soutien, comme d'habitude, toute cette semaine, il y a eu un nombre de vues, de pouces bleus formidable, c'était génial. J'ai encore une semaine avant de partir en vacances. La semaine qui arrive, grosse semaine avec notamment une vidéo, peut-être la prochaine, soit la deuxième prochaine, soit la prochaine là tout de suite, qui est très importante pour cette saison, cette année. Voilà, je vous donne rendez-vous pour ça d'ici quelques jours. Prenez soin de vous et de vos proches, passez un très bon dimanche, ce qu'il en reste, et on se retrouve très vite pour la suite. Bisous.